en conclusion sur cette présentation sur la recherche opérationnelle, ce que je dirais, c'est qu'il voilà, y a de nombreux problèmes qui nous touchent, alors peut-être pas directement, mais au moins de manière indirecte au quotidien et qui sont en fait des problèmes de recherche opérationnelle, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et l'intérêt de ça, c'est que souvent pour des problèmes là, comme l'étude de cas que je vous ai présentée, c'est de pouvoir apporter aux décideurs finalement des choses un peu plus quantitatives. C'est-à-dire que souvent il y a des gens qui prennent des décisions, mais voilà, un peu avec le bon sens et sans savoir chiffrer un peu quel est l'impact de cette décision. Alors que là, l'intérêt des outils de recherche opérationnelle, c'est aussi de pouvoir dire, ben voilà quelle est la solution optimale. Si vous prenez une autre solution, voilà ce que ça coûte en plus, et de vraiment pouvoir faire une étude beaucoup plus quantitative. Et donc juste, oui, ce que je disais, c'est face à un problème réel, donc voilà, c'est les trois points clés, je pense, c'est donc d'abord de proposer justement la modélisation mathématique, de choisir la méthode de résolution et de l'implémenter de manière informatique, d'accord, et ensuite de confronter ces solutions à la réalité, c'est-à-dire d'être aussi en lien avec les acteurs sur le terrain. Et alors juste, je voulais terminer par deux petites choses. C'est donc d'une part, il y a la Société française de recherche opérationnelle qui s'appelle la ROADEF. Vous pouvez aller, ils ont un site si vous êtes intéressé par ça. Et un peu de lecture, c'est bon, si vous voulez de la lecture vraiment scientifique, vous trouverez tout ce que vous voulez sur Internet ou il y a de nombreux ouvrages qui ont été écrits. Mais si vous voulez quelque chose sur la théorie des graphes, c'est un livre qui a été écrit par Alain Hertz, qui est un chercheur québécois. Et donc c'est une enquête policière en fait, où on utilise justement la théorie des graphes pour résoudre des énigmes. Voilà. Bon, bah, je vous remercie pour votre attention et puis on va pouvoir passer à la séance de questions. Oui, ouais, enfin, si, c'est possible qu'il y ait des choses qui soient pas là. Enfin, soit des fois il y a des choses qui sont pas linéaires au premier abord et on essaye justement souvent de linéariser. Donc, par exemple, dans l'étude de cas là, que j'ai présentée, il y avait des contraintes sur est-ce qu'il faut ouvrir ou pas un service. Ça, à la base, si on le formule comme ça, c'est pas linéaire. Mais on sait le linéariser. Après, il existe aussi d'autres types de problèmes. Moi, personnellement, je ne travaille pas dessus, mais plus justement avec des choses quadratiques, par exemple. Et donc là, c'est des problèmes assez plus compliqués, c'est d'autres techniques de résolution. Il y a aussi d'autres voilà, on peut faire ça. Et sinon, quand vraiment le problème, justement, est pas du tout linéaire, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye même plus de donner une solution exacte. On essaye plus avec là vraiment des algorithmes au niveau informatique de chercher une solution et puis d'améliorer un peu cette solution, mais sans passer par une modélisation comme ça. Voilà. Oui, alors parce que c'est une très bonne question. C'est que j'ai pas tout présenté sur la programmation linéaire, mais en fait, avec un programme linéaire, on peut associer ce qu'on appelle un programme dual. Donc c'est la théorie de la dualité. Et donc, il y a un théorème qui permet de savoir que quand on est arrivé sur un point, de savoir si c'est la solution optimale ou non. D'accord, c'est en appliquant ce théorème que je n'ai pas présenté. Et aussi, une autre façon de le voir, c'est que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans l'algorithme du simplex, en fait, on calcule pour chaque variable ce qu'on appelle des coûts réduits. C'est-à-dire de dire, ben, si maintenant on rajoute ces variables-là, est-ce qu'on peut améliorer le coût? Et donc, quand on est arrivé sur une solution optimale, ben, on voit que tous les coûts réduits sont négatifs, par exemple, dans le cadre d'une maximisation. Et donc, ça ne sert à rien de rajouter quelque chose, on ne pourra plus augmenter le coût. On arrive à le voir aussi dans l'algorithme. Alors, pour l'instant, je me dirigerai plutôt vers une poursuite en carrière académique, on va dire, donc enseignant-chercheur.
Mais sachant que c'est pas forcément évident ensuite d'être recruté directement en tant que maître de conférence en université ou en école d'ingénieur. Donc souvent, ça veut dire après la thèse, on peut essayer en tout cas de continuer, faire 1 an ou 2 en étant sur des postes en CDD, soit purement de recherche, soit plus orienté enseignement, et en attendant de pouvoir candidater sur des postes d'enseignant-chercheur. Après, ce que je devrais dire peut-être par rapport à l'industrie, c'est qu'en général, par contre, je pense que la différence entre faire de la recherche opérationnelle vraiment dans le monde de la recherche ou en faire en entreprise, c'est que souvent en entreprise, ce qui intéresse beaucoup, c'est la partie implémentation de la méthode, quoi. Et donc souvent, c'est quand même beaucoup de travail de développement, et on fait un peu moins le travail de modélisation, de choix d'une méthode, quoi. On s'occupe surtout d'implémenter la méthode, de rajouter de faire en sorte qu'on ait une solution rapidement. Alors que en recherche, on a plus une vision globale du projet, on a plus le temps de réfléchir sur la modélisation, voir si une modélisation est bonne ou non, et trouver aussi, justement, faire des choses un peu démontrer quelle va être l'efficacité d'une méthode de résolution. Oui, alors ouais, au niveau des logiciels, soit il y a des entreprises, hein, des sociétés de services qui vendent des logiciels. Donc, par exemple, pour les problèmes de représentants, ou souvent pour les problèmes tout ce qui est problème de tournée de véhicules. Là, il y a des sociétés qui fournissent des logiciels pour faire ça. Sinon, il y a aussi, alors par exemple pour les problèmes là, de programmation linéaire, à partir du moment où on arrive à formuler un problème en programmation linéaire, il y a un logiciel là, qui est fourni par... le solver commercial le plus connu, c'est Ciplex, qui est fourni par IBM, et donc qui permet c'est-à-dire de rentrer seulement dans le logiciel les contraintes linéaires, et ensuite il nous donne la solution. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'implémenter à la main l'algorithme du simplex. Oui, alors après, oui, non, alors j'ai ici Plex parce que ça va être, on va dire que c'est le logiciel commercial qui est aussi le plus performant. Après, oui, il existe des solvers de programmation linéaire gratuits qu'on peut trouver sur Internet, et même avec Excel aussi. Avec Excel, alors il faut regarder, il y a une façon de faire, mais on peut résoudre. Alors c'est souvent limité en taille, hein. C'est pas pour des problèmes de trop grande taille, mais on peut avec Excel formuler, en fait, donner tous les paramètres du problème, et il y a un petit moteur de résolution. Ce qui est peut-être difficile, c'est que par exemple, à l'étude de cas que j'ai présentée, la modélisation, je l'ai présentée en 30 secondes, mais moi, quand je l'ai la première fois, j'ai pas écrit ça la première fois en 30 secondes, quoi. D'accord. Donc, je dirais qu'à moins d'avoir un problème qui est un problème ultra classique, et à ce moment-là, on a juste à recopier un peu une modélisation qui est déjà faite. Sinon, ce qu'il faut justement, c'est à chaque fois, mais donc typiquement sur cette étude de cas, là, par exemple, hein, c'est de dire, de proposer une première modélisation, de voir un peu ce qu'elle donne, de regarder un peu les solutions, voir ce qui manque, voir comment on améliore ça. Donc, avant d'arriver à cette modélisation-là, effectivement, déjà, je dirais que c'est pas facile, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas faire comme ça rapidement. Et c'est ça aussi l'intérêt, les gens qui font de la recherche opérationnelle, justement, c'est aussi des gens souvent, voilà, qui ont vraiment une compétence sur la modélisation du problème, parce que au départ, quand la première fois qu'on rencontre par exemple un industriel ou des gens justement sur le terrain et qui nous parlent du problème, eux, ils vont donner toutes les contraintes qu'ils ont. Souvent, ils veulent essayer d'optimiser plein de choses en même temps. Ils ne savent pas forcément exactement quels sont les paramètres, quelles sont les données, ce qu'ils veulent faire. Et donc, oui, effectivement, c'est une difficulté en soi d'arriver à proposer une formulation du problème, une formulation mathématique,
qui permettent ensuite de bien répondre aux problèmes posés. L'intérêt, je dirais que, enfin déjà, voilà, moi, quand j'ai fait, donc la dernière année d'école d'ingénieur, j'ai fait un double diplôme, là, donc un master de recherche en recherche opérationnelle. Donc moi, voilà, moi c'était une discipline qui m'avait beaucoup plu et enfin, moi le master, je trouvais ça très intéressant. À la fin de ce master de recherche, donc le master c'est au début 6 mois de cours le premier semestre et puis ensuite c'est 6 mois de stage sur un sujet. Et donc ce stage, moi je ne l'ai pas fait en entreprise, je l'ai fait justement en laboratoire de recherche. Et ben, on va dire que voilà, ça m'a bien plu. Donc c'est pour ça après que j'ai voulu continuer en thèse. Et c'est la même chose, c'est que par rapport à l'entreprise, ce que j'ai dit, c'est que ben, souvent si on a juste le niveau ingénieur et qu'on veut faire de la recherche opérationnelle à l'entreprise, ben, très souvent ce qu'on va demander, c'est seulement de faire la partie implémentation des méthodes de résolution. Et c'est des personnes qui sont titulaires d'un doctorat qui, elles, vont faire la partie plus de modélisation et de choix des méthodes. Donc moi, voilà, c'est ça qui m'intéressait plus. Et en plus, je trouvais intéressant justement de voir un peu voir au moins pendant 3 ans justement ce que c'était que la recherche et faire aussi un peu d'enseignement.